Désolé pour l'attente. Bonjour à tous les calibrés de l'atelier et bienvenue dans cette vidéo qui s'est longtemps fait attendre. Voilà, surtout que j'avais fait un petit truc sur Insta, un petit sondage et tout, pour dire ouais, est-ce que ça vous dit une vidéo comme ça? Et elle s'est fait attendre. Alors pourquoi? Parce que c'était compliqué, il y a eu pas mal de changements au sein de l'atelier, que ce soit l'atelier à Pont-Scorff directement en physique, ou l'atelier administrativement, parce qu'il y a eu des soucis de statut. Est-ce que c'était le bon statut? Est-ce que c'était pas le bon statut? Avec des frais, j'imagine que les personnes qui sont dans le milieu connaissent, ou sinon, voilà, on va pas s'éterniser dessus. Mais voilà, c'était, on va dire, administrativement, la cata. Mais voilà, on est là, on a rebondi, on a su rebondir. Et malheureusement, durant cette période, les vidéos sont passées au second plan. Voilà, c'était nul pour vous, c'était nul pour nous, parce que nous, on aime bien montrer notre travail, voilà, c'est un peu notre vitrine. Et il n'y en a pas eu depuis pas mal de temps. Donc, je suis sincèrement désolé pour ça. Mais j'ai des bonnes nouvelles parce que j'ai trouvé un monteur qui est vraiment cool, parce qu'il connaît l'horlogerie, donc il va pouvoir m'aider à faire les vidéos, parce qu'avant, c'était moi qui faisais tout. Et ça prenait du temps aussi, voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc les vidéos pourront arriver plus souvent. J'ai essayé de fixer environ une vidéo toutes les 3 semaines, ça serait bien. Que ce soit des grosses vidéos, des grosses révisions, comme là, ici par exemple, vous allez voir, c'est une très grosse révision. Ou alors des petites vidéos, des petites explications. Voilà, je vais peut-être remettre des posts sur Insta, dire voilà, est-ce que ça vous tente ou quoi, suivant ce que j'ai sur l'établi. On verra. J'aimerais bien notamment faire un truc sur le chronocomparateur, vraiment, parce que souvent, même les personnes qui en ont un ne savent pas vraiment lire le chronocomparateur, donc voilà, on va essayer de bien expliquer ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. La vidéo aujourd'hui, c'est sur une montre vraiment très belle, j'insiste, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette révision. Elle appartient à une personne qui a eu beaucoup de chance d'avoir cette montre. Et je l'envie un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu la chance de la réparer et c'était une première pour moi, c'était plutôt cool. Ouais, c'est pas un truc voilà, avec plein de complications non plus, mais la montre est vraiment belle. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à faire comme notre client, donc à nous contacter via notre petit formulaire sur notre site internet. Le lien est dans la description ou directement par mail, évidemment, dans la description également. Et si vous avez la chance d'habiter en Bretagne, vous pouvez directement venir nous voir à l'atelier. Eh oui, c'est bien. Ouais, venez en Bretagne. Non, en fait, vous venez pas tous en Bretagne, mais c'est sympa quand même. Voilà, mais sinon, je pense que tout est dit. J'espère que vous allez passer un bon moment avec cette vidéo, parce que j'espère que vous allez l'adorer autant que moi. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles révisions, restaurations, explications, etc. Ciao, ciao! Et on se retrouve donc sur l'établi avec cette montre mystère. Et vous l'aurez reconnu sur la miniature de toute façon, la belle Aero Compax d'Universal Genève. Voilà, donc cette marque qui commence à bien faire parler d'elle là depuis son rachat par Breitling. Mais ici Breitling est loin parce que donc on est dans les années 40. Pour cette montre qui était destinée aux aviateurs. Voilà, donc dans les aviateurs, c'était des pilotes brésiliens qui avaient demandé à faire cette montre. Comme vous pouvez voir, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a un bouton poussoir de l'autre côté à 9h. Et on va voir pourquoi alors. Est-ce que vous aurez deviné? Il s'agit pas d'un GMT comme on pourrait sûrement s'y confondre. Il s'agit en fait juste d'un rappel. Voilà, c'est juste une fonction rappel. Ça permet de savoir à quelle heure on a décollé ou si on a rendez-vous à 4 heures pour le goûter. Voilà. C'est pratique. C'est une des seules montres, en tout cas à l'époque, à avoir cette fonction demandée par les pilotes. Et donc là, on peut voir sur celle-ci une absence de lume totale.
un cadran et un verre un petit peu abîmé. Voilà. Vous voyez toutes les rayures sur le verre là. Donc elle a du vécu. Voilà, comme j'ai dit, hein, dans les années 40. Donc elle a dû en voir passer des choses. Mais celle-ci a une histoire un petit peu particulière, en tout cas de ce que je sais, ce que le client m'a raconté. Donc c'est une montre qui a été offerte à mon client quand il a fini ses études par le père d'une de ses amies, en fait. Tout simplement, quand il a fait son bac, le père savait qu'il avait flashé un peu sur cette montre et il a décidé de lui offrir. Voilà, il y a d'autres détails, mais voilà. C'est pas très très important. Surtout le fait que voilà, c'est une montre qui a été offerte à mon client et c'est vrai que je suis un petit peu jaloux de ça. Donc là, on peut voir vraiment le verre un peu jaune. Là, on peut voir le verre un peu jaune. Donc on va ouvrir, hop là, la montre. Moi, je mets toujours en plastique hein, pour protéger, peu importe si c'est en or, en acier, voilà. On peut voir des traces de rouille aussi. Et la montre ne fonctionne pas. Hein. J'ai oublié de préciser, la montre est cassée. Donc nous allons voir qu'est-ce qui cloche à l'intérieur. Je ne dis rien pour l'instant. Il existe également plusieurs modèles d'Aerocompax. Donc celle-ci, c'est le petit modèle. Déjà, c'est pas le Jumbo. Jumbo qui fait 37 mm, celui-ci un peu moins. Et en fait, ce qui allait pas dans cette montre, son plus gros défaut, c'était sa non-étanchéité. Car elle a des boutons poussoirs rectangulaires, ce qui ne permet pas l'étanchéité tout simplement, et un fond juste clipsé. Et les mécanismes étaient souvent rouillés, altérés par la poussière, l'eau, etc. Surtout que c'était des montres qui ont été conçues pour l'aventure un petit peu, donc les vols, voilà, tout ça. Et c'est ce qui a fait que cette montre, alors très précise, parce que voilà, Universal Genève c'est quand même une montre de luxe de l'époque, très précise, mais qui a eu beaucoup de problèmes. Donc ici, on peut voir sur celle-ci, effectivement, certains problèmes. Voilà, là, je vérifie un petit peu les fonctions. Si le chronographe, hop là, se remet bien, ça a l'air de fonctionner comme il faut. Mais surtout, voilà, le gros problème de cette montre, c'est que l'axe du balancier est cassé. Et oui, voilà, il bouge en tous les sens. Et c'est pas comme ça qu'il devrait bouger. Je pense que vous êtes au courant. Non, c'est pas bon. Et sinon, très beau mécanisme quand même, chronographe roue à colonne. C'est très plaisant. Mais les particularités de ce 283 de Universal Genève, comme vous pouvez le voir, c'est surtout sa face minuterie, en fait, côté cadran. Mais on verra plus tard. Vous pouvez voir qu'il manque une vis de maintien aussi. Là, c'est des vis qui ont tendance à vite partir parce que beaucoup de vibrations, beaucoup de tension. Voilà, donc on enlève les aiguilles directement. D'abord l'aiguille chronographe. Vraiment, ce cadran est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une dinguerie. J'adore. Je suis fan. J'avoue, je connaissais pas ce modèle. Donc, peut-être que oui, je suis un culte sur certaines choses d'horlogerie. Je m'y connais pas tout. Mais quand je l'ai vu arriver à l'atelier, je me suis vite renseigné.
Et je peux vous dire que, oui, comme je disais, c'est pas le seul modèle réalisé par Universal Genève, parce qu'après ils ont compris que fallait la rendre étanche, cette montre. Donc, ils ont créé la Aerocompax étanche, qu'on reconnaît avec ses poussoirs ronds et son fond vissé. Elle est également plus grande, donc en 37 mm il me semble. Et celle-ci est étanche, donc celle-ci mais moins commune, donc beaucoup plus prisée par les collectionneurs. Déjà là, une Aerocompax, c'est déjà très recherché et très cher. Donc une Aerocompax étanche, voilà. Là on peut voir le système de minuterie, donc qui est connecté juste à rien. Il est tout seul. Voilà, et c'est vraiment la particularité de cette montre, ce système, ce petit rappel d'heure. Voilà, très, très plaisant aussi. C'est très gadget, hein, en tout cas pour le commun des mortels, hein, si on n'est pas pilote ou quelque chose comme ça. Mais donc très gadget, mais j'en suis sûr utile au quotidien. Enfin, utile. Un gadget utile, quoi. En tout cas, ça lui rajoute énormément de charme à la montre, hein. C'est surtout ça aussi, hein. Ce petit compteur là. Donc voilà, on peut voir aussi que le mouvement est quand même assez sale. Il ne bouge absolument pas. Il nécessite une grosse révision, même réparation, hein, si je puis dire. Parce que là, il va pas aller bien loin. Donc on commence évidemment par enlever le balancier, si rien ne le gêne, comme par exemple un pot automatique, mais ici ce n'est pas le cas. N'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire ou même sur Insta. J'ai pas mal de personnes qui me posent des questions sur Insta. J'essaye d'y répondre à chaque fois dès que je vois une invitation. Donc n'hésitez pas surtout. Je serai ravi de répondre à vos questions, que ce soit sur le technique ou même sur mon parcours, comment on fait, etc. Donc là, on peut voir le Spiral Breguet. Voilà, magnifique Spiral Breguet, qui lui n'est pas fatigué, n'est pas HS, donc il faut faire très très attention. Voilà, donc on le met à côté. Ouais, je vous le montre un peu parce que vraiment, le Spiral Breguet. Alors, à quoi ça sert le Spiral Breguet? Vous avez 3 heures et on le verra au remontage. D'ici là, réfléchissez bien. Donc là, on enlève le double plateau. Voilà, composé du petit plateau, grand plateau et de la cheville. La cheville, c'est morceau de rubis. Voilà, qu'on voit bien ici. Voilà, donc là, on procède au changement d'axe de balancier. On attaque direct dans le vif du sujet, hein. Tout ce qui est réparation, ça se fait avant le nettoyage. Parce que donc on va saillir les pièces, etc. Il faut que ce soit fait avant le nettoyage pour ensuite être tranquille lors du remontage. Donc là, sur une potence, avec les tasseaux adaptés, on vient enlever l'ancien axe de balancier. Alors il existe différentes façons de faire. Il y a des personnes qui le font autour. Il y a des personnes qui le font avec des potences platax, que je n'ai pas parce que très compliqué à en trouver. Parce que même Bergeon ne les fait plus, les platax, hein, il faut savoir. Après, c'est gadget aussi, mais moi j'aime bien, j'ai appris avec ça à l'école, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Au moins, c'est assez simple. Mais à la potence, ça se fait très facile, hein. Vraiment, voilà. Donc là, on peut voir, c'est assez compliqué à filmer aussi. C'est pour ça que j'ai pas filmé tout le changement d'axe. Donc en fait, après, on tape dessus un petit peu avec un petit marteau. Mais il y a plusieurs
plusieurs étapes, comme après reformer la matière pour voilà, que le chassage, si je puis dire, de l'axe reste bien en place. Donc il faut, quand on enlève l'axe, il faut remettre de la matière sur la serge. En fait, rabattre la matière de la serge pour ensuite refaire assez... C'est assez fastidieux. En fait, les changements d'axe de balancier, donc là je teste si c'est... Je disais, les changements d'axe de balancier, c'était les changements de pile de l'époque en fait, parce que ça a cassé tout le temps. Parce qu'il n'y avait pas d'amortisseur sur les contre-pivots, si vous remarquez. Il n'y a pas de petits ressorts. Et donc ça a cassé tout le temps. Et les horlogers changeaient ça tout le temps. Toute la journée, ils changeaient des axes. C'était comme les piles de l'époque en fait. Changement de pile, changement d'axe. C'était un peu plus noble, c'est sûr, mais... Donc là, voilà, on peut voir que j'ai fait une marque au préalable au marqueur sur la serge pour voir où va la cheville exactement. Sachant qu'après, il va falloir faire un équilibrage. Parce que j'ai modifié la matière sur la serge. Donc là, on peut enfoncer le double plateau en face du repère. Donc il faut faire ça pour la cheville, le repère là, pour la cheville et pour... Est-ce que vous l'avez? Le piton. Le piton. Et ça va permettre à pas déplacer le point mort en fait. Sinon, si on met mal, donc déjà le point mort sera mauvais, et en pire du pire, si vraiment on le met très mal, la montre fonctionne pas parce que la cheville est loin de la fourchette, et ça ne fonctionne pas parce que ça va jamais toucher l'encre. Donc voilà. Donc là, on vérifie si tout est bien. Comme vous voyez, il y a le petit marqueur pour le piton. Et on va remettre le ressort spiral Breguet. Donc le spiral Breguet, il sert à ce que ce soit plus concentrique quand le spiral se déploie. Car sinon, il va plus se déployer au centre qu'à l'extrémité. Là, ça permet un déploiement concentrique total. Voilà, et ça permet donc une plus grande fiabilité, évidemment. C'est pour ça que toutes les montres qui sont les montres de luxe, en fait, vraiment les montres qualitatives, ont un spiral Breguet d'office. Ça, on reconnaît déjà une belle montre avec ce petit détail. Pas anodin. Et pareil, on l'enfonce avec le... Moi, je fais ça avec l'outil aux aiguilles. On remet le contre-pivot. Comme j'ai dit, pas d'amortisseur. Donc, il faut tout enlever avec des petites vis. Comme vous pouvez le voir. Ah, c'est plus pratique les amortisseurs, hein, ça c'est sûr. Les Inca Block, tout ça. Vive l'Inca Block, le duo Inca Block qui prend soin de nos montres. Remerciez vos Inca Block, c'est important. Parce que, enfin, ouais, ça on nous apprend pas ça à l'école, et c'est vrai que en stage, des fois, au début, quand on tombe sur ça, on fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est assez perturbant, c'est vrai. Parce qu'il faut aussi pas mal, enfin, quand même, beaucoup plus de dextérité que simplement enlever un ressort d'un bloc. Vous allez me dire aussi comment on trouve un axe de balancier d'une montre des années 40. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, je vous l'accorde. Parce que
Parce qu'il y a plusieurs références déjà de 283. Il y en a qui, il y a des axes qui sont plus longs, plus courts, etc. Et aussi, ça court pas les rues. Donc pour ça, soit j'ai un réseau de contacts avec mes anciens maîtres de stage, des collègues, etc. Soit tout simplement sur eBay. Sur eBay, il y a pas mal de monde qui vend des stocks, etc. Et on trouve pas mal. J'ai aussi des fournisseurs classiques, mais sur les pièces vintage comme ça, c'est compliqué. Et là, voilà. Ah, c'est déjà mieux là, hein. C'est déjà mieux. Voilà. Donc là, c'est avant le nettoyage. Donc on voit déjà que la montre fonctionne avant le nettoyage. C'est c'est déjà bien. C'est déjà bon signe. Donc là, on peut voir si le balancier, donc la serge, est droite, parce que des fois, donc elle aussi, si c'est mal fait, le changement d'axe, le balancier va osciller, mais beaucoup. Vraiment, il peut faire des vagues, toucher d'un côté, toucher de l'autre, etc. Et là, on voit que il est quand même assez droit, il reste plat, donc je suis plutôt content. C'est une bonne nouvelle, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, donc voilà. Et aussi, s'il est aussi pas droit, ça va changer le réglage. Le réglage va être infâme. Là, on peut voir, voilà, je suis content, c'est droit, ça veut dire que j'ai bien mis mon axe. Parce que c'est pas une opération facile non plus, hein, le changement d'axe, on voit ça surtout en CQP, donc pour les montres à complications et le SAV, hein, c'est une formation complémentaire. Donc c'est la 5e année d'horlogerie. Avant on voit pas trop, on voit en théorie mais pas en pratique. Donc là, on peut voir les goupilles qui prennent le spiral breguet. Donc ça, c'est à régler aussi les goupilles. Il faut régler environ à 0,25 goupilles de chaque côté. Après, voilà, faut adapter à la montre, hein. Des fois ça va être plus, des fois ça va être moins. Moi, si vous avez des questions sur la technique comme ça, de toute façon, vous prenez le livre La théorie d'horlogerie, ou alors vous m'envoyez un petit message. Je vous avoue que la théorie d'horlogerie, c'est pas mon livre de chevet, mais presque. Dès que j'ai des petits doutes sur quelque chose, ou sur des calculs, etc., je, je me réfère à ce livre. D'ailleurs, tous nos cours, hein, nos cours à l'école étaient tirés de ce livre. On peut pas réinventer non plus l'horlogerie, donc c'est super bien expliqué avec des super schémas, je vous conseille. Pas donné, mais il existe en PDF, il me semble. Faudrait se renseigner si jamais. Donc là, le pont d'encre qui est bien sale d'ailleurs, parce que l'encre est restée accrochée carrément dessus. Là, on peut voir mes cheveux. Voilà, c'est magnifique. Voilà, l'encre, pas si dégueu, mais elle est quand même avec des huiles bien sèches. Bien sèches, et c'est sèche. L'arcille sèche. Ah, donc vraiment, elle a besoin d'être nettoyée. Là, je suis un peu tourné pour voir si les mobiles sont plats, si les roues, les dentures sont plates ou si c'est déformé. Et à première vue, ça a l'air d'être ok. Vous pouvez voir. Voilà, on voit bien. Et donc là, je regarde si il y a une roue qui ondule, qui est voilée. Ça arrive, hein. Et donc, si ça arrive, il faut prendre la roue, la dévoiler avec une certaine technique. Mais apparemment, on verra ça plus tard. Ah, quoique, je crois, je sais pas.
Donc maintenant on s'attaque au chronographe. Donc on va enlever tous les ressorts, toutes les cams. C'est vrai que quand on voit le chronographe comme ça peut faire peur. Mais avec l'habitude, en fait, on se réalise que oh, ça va. Ça va, mais c'est vrai que quand on connaît pas, là, on voit ça, on fait waouh, mais c'est. Ça commence à devenir quelque chose, quoi. C'est pas le mouvement classique avec un train de rouage et on n'en parle plus. Non, non, là, ça commence à devenir du sérieux. J'adore les formes des pièces, par contre. Je sais pas si vous avez vu, mais elles ont des pièces. Enfin, les pièces ont des formes vraiment particulières. La Bruxelles céramique, c'est bien pour les vis, mais les pièces, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas ouf. Je suis pas fan, j'utilise de moins en moins, je dois avouer. C'est vrai que pour les vis, ouais, c'est bien, mais après, les petites pièces comme ça, y a pas assez de pression, quoi. J'adore la forme de cette pièce, par exemple. Il n'y a pas assez de pression sur la céramique. Mais par contre, c'est vrai en main, c'est pas mal. Donc voilà, donc avant, j'ai bien vérifié toutes les fonctions du chrono, etc. Si le ressort était bien tendu aussi. Parce que des fois, ça arrive des ressorts qui sont détendus. Et ça c'est vicieux, ça. Ça, c'est très vicieux. Parce que les fonctions fonctionnent pas et on est là en mode oh, qu'est-ce que c'est? Ben non, en fait, c'est un ressort, il est mal tendu parce que tout est bien. On cherche un truc qui va pas. Et voilà, bon, après, on commence à connaître les différentes pannes, mais quand il y a pas mal de ressorts comme ça, c'est pas évident. Là, le marteau, enfin les marteaux même. Donc ouais, normalement, faut enlever tous les ressorts avant d'enlever les cams, etc. On peut aussi enlever les roues de chrono. Mais ça, j'avoue que je les enlève pas avant de m'attaquer au marteau et ce qu'il y a en dessous. Voilà, j'aime bien les garder. Enfin, ça dépend les calibres en fait. Il y a des calibres, je les enlève, d'autres calibres où je peux accéder facilement aux pièces, je les garde. Parce qu'après, je peux mieux voir aussi ce qu'il y a autour. On peut voir si ça frotte pas, si tout est bien en place aussi autour de la roue, des cœurs, etc. J'aime bien voir ça. Donc ça, c'était une roue intermédiaire. Voilà. La roue intermédiaire des secondes, entre les secondes et les minutes de chrono. Voilà, donc en fait, il reste plus grand chose tout à coup. Dès qu'on enlève les deux, trois pièces un peu bizarres, comme je les appelle. Parce que en cours, quand on se dit ouais, t'en es où? On est en mode, bah là, j'enlève les pièces bizarres. C'est un peu le nom de code des pièces de chronographe. Après, les pièces. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cam. C'est des pièces qui s'appellent juste cam ou.
cam 2 machin, cam 2 machin, donc voilà. Donc il y a le marteau, la roue à colonne aussi. Voilà, par exemple, c'est petit ressort, un petit. Le marteau, donc qui est juste posé, puis qui tient avec des ressorts en fait. Là, on peut voir vraiment la crasse qui s'est accumulée quand même. Voilà, on enlève ce marteau qui a une forme, on dirait, je sais pas, une danseuse qui se déhanche ou je sais pas, vraiment particulier. Et donc là, on peut voir la vis coupée en deux pour que le ressort puisse bien se positionner dessus. Bon, à l'époque, ils prenaient des vis et ils coupaient en deux, hein, ils faisaient pas des pièces spéciales. C'était quelque chose quand même. Mais ça tient bien, hein, comme on peut voir. Quand même, ça a bien traversé les années quand même, hein. C'est toujours impressionnant de réparer des montres qui ont cet âge-là. Moi, je suis... C'est un peu une fierté quand même de se dire, ouais, voilà, j'ai su remettre en route quelque chose qui a le double, triple, voire le quintuple de mon âge, quoi. C'est assez impressionnant. Par contre, je viens de relire mes notes. Et en fait, l'histoire, je me suis un peu trompé sur l'histoire de cette montre et de mon client. En fait, donc cette montre appartenait bien au grand-père de l'ami de mon client, mais c'est son ami qui lui a offert à la fin de leur diplôme d'université. Voilà. J'ai même la date en 1974. Donc en 1974, ils ont fini l'université et la montre, donc mon client avait repéré la montre et son ami lui a offert pour le remercier. Et elle lui a dit attention, il faut en prendre soin parce qu'il y a un axe justement qui est pas cassé, mais qui est fragile. Et c'est compliqué de le réparer parce que les pièces sont introuvables, etc. Et la montre s'est arrêtée en 84. Donc elle a quand même fonctionné 10 ans avant de rendre l'âme. Et depuis, plus rien. Et mon client l'a mis dans un tiroir et l'a ressorti en regardant nos vidéos. Donc voilà, comme quoi ça sert de... Je suis content de savoir que ça permet de faire repenser à ces objets-là, mes vidéos, c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour en revenir au fait de restaurer des montres aussi anciennes, aussi belles. Donc là, on peut voir vraiment le mécanisme qui ne bouge pas. Je vous laisse admirer la crasse incrustée quand même. Donc voilà. Je remets les points sur les i à propos de cette histoire. Donc maintenant, on peut enlever les roues de chrono. Ça, il ne va plus que rester le mouvement de base. Voilà, c'est bien encrassé, donc voilà, faut y aller vraiment au tournevis. Donc il y a une petite encoche à chaque fois sur les ponts comme ça. C'est pour pouvoir justement passer un petit tournevis, une petite cheville. Voilà, parce que des fois les allégeages sont vraiment faits pile poil, limite en force. Voilà, donc ce très beau pont avec marqué Universal Genève, estampillé
Ouais, enfin, vraiment, elle a des formes, cette montre. C'est c'est très joli, avec des petits chanfreins et tout. Non, vraiment, j'aime beaucoup les formes des pièces de cette montre. C'est très, très organique même. Ouais, c'est mon brevet des métiers d'art qui ressort là. Voilà, donc là, on peut voir le petit cœur. Ça s'appelle cœur. Et là, faut déchasser la roue entraîneuse de chrono. Voilà. Donc qui est directement chassée sur la roue de seconde, hein, celle-ci. On se retrouve donc maintenant côté quadrature. Voilà, c'est le côté un peu plus fun de la montre. Avec ces pièces qui servent. Il y a même une petite chaussée et tout, hein, vraiment. Vraiment, c'est pareil que en fait, un système de minuterie classique, mais pas connecté au mécanisme en fait. C'est. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. C'est sympa. Puis ça rajoute vraiment quelque chose à la montre, quoi. C'est pas. Ça fait que c'est pas une montre, un chronographe, un énième chronographe, on va dire, vintage. C'est. Voilà, quoi. Si vous voulez vous démarquer et que vous aimez les vieux chronos, enfin les vintage, quoi, je vous conseille cette montre qui a une allure folle. Qui est pas donnée, hein, il me semble, hein. Ça tourne dans allez, peut-être 6 000 euros, il me semble. Bien en très bon état. Très bon état, ça peut même aller plus cher. J'en ai vu qui sont partis à 20 000 euros, mais là, c'est des modèles un peu plus rares, comme je vous ai dit. Les modèles étanches, par exemple, qui peuvent aller à des prix assez conséquents comme ça. Donc voilà, c'est quand même un budget, hein, ces montres-là. Et donc oui, une révision, même si ça peut paraître assez onéreux de prime abord, quand on, quand on compare avec le prix de la montre, c'est pas, c'est pas si déconnant. Là, pour vous donner une idée, le prix de la révision avec les pièces, donc les pièces compliquées à trouver, hein, ces pièces-là, les pièces, la main-d'œuvre, etc. Vous allez voir à la fin. Je vous dirai à la fin. Je vais pas dire maintenant. Comme ça, ça vous, ça vous fait rester un petit peu. Hé hé. Je suis pas gentil, hein. Regardez, admirez cette quadrature. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Là, on peut voir la tirette aussi qui est bien rouillée par contre. La tirette avec le frein de tirette là. On voit vraiment que la rouille est apparue au niveau des ouvertures. Donc c'est vraiment les poussoirs et la tige de remontoir, etc. où la poussière passe. C'est pas des conneries, hein, quand on dit ouais, la poussière elle passe dans l'humidité, etc., dans les trous. Non, non, c'est vrai, hein. De toute façon, on dirait vraiment une pièce de voiture, quoi. Un différentiel, etc. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est une pièce qui sert donc au chronographe des heures, voilà, qui connecte le barillet pour calculer l'heure en fait. Oui, voilà, le chronographe des heures n'est pas connecté directement avec la seconde, la minute, etc. Donc c'est connecté directement au barillet. Au moins c'est simple et ça va pas mettre des pièces en plus. Donc là, hop, on prend le Presto pour la chaussée. En vrai, je suis pas giga fan du Presto comme ça. Je préfère l'arrache chaussée que j'ai d'habitude.
Chacun ses habitudes en horlogerie. Tant que ça fonctionne, tant que ça casse pas, tant qu'on est habitué. Moi, je suis pour la diversité des techniques. Parce qu'il n'y a pas une technique bonne et une technique mauvaise, en fait, hein. Chacun fait comme il le sent. Tant qu'il y a le résultat, c'est ce qui compte. Donc là, il faut faire attention à ne pas dévisser des vis excentriques, hein, sinon les réglages, c'est à revoir. Là, les vis excentriques, on les reconnaît, c'est les petites vis. On sait que les petites vis qui ressortent, faut pas. Généralement, c'est comme les mauvais champignons, quoi. On les voit un peu trop pour les dévisser, quoi. Donc là, voilà, petite technique sur les ouvertures pour enlever ce pont encrassé. Et voilà, il reste vraiment plus rien de cette montre quasiment. On s'approche de la fin. J'ai pas compté le nombre de pièces exactes. Mais sur un chronographe, en vrai, en comptant les vis, là, oui, ça fait un petit nombre, mais si on enlève les vis, il me semble on n'est pas dans un truc énormissime non plus, hein. On n'est pas sur un vachon Constantin, les cabinotiers ou quoi, où là, c'est astronomique. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que vraiment, c'est vrai que je compte pas trop. Une fois, j'avais compté, mais sur un 7750. Il y a plus de pièces sur un 7750 parce qu'il y a le module automatique, etc. Après, là, avec le petit compteur à midi, je sais pas. Là, faut faire attention au ressort, faut pas que ça pète. Aussi, par exemple, là, j'utilise les doigtiers. Je suis pas fan des doigtiers. Après, là, je le mets surtout pour l'esthétisme de la vidéo. Je crois qu'il y avait un commentaire qui me disait ouais, pourquoi tu mets des doigtiers, etc. Surtout pour l'esthétisme de la vidéo parce que mes doigts sont pas ouf en vrai. Étant donné que je me ronge les ongles. Mais donc voilà, pour pas vous faire endurer ce calvaire. Mais il faut savoir que je les change, mes doigtiers, assez souvent. Parce que, en fait, un doigtier, dès qu'on se touche ailleurs, dès qu'on touche par exemple même son téléphone portable, le doigtier est naze. Donc, parce qu'il va prendre voilà, la graisse du téléphone, la graisse, je sais pas, des cheveux, de la barbe, si on se touche la barbe, si on se gratte. Donc, en fait, les doigtiers, c'est un peu traître. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai les doigtiers, je peux toucher. Non. Faut vraiment faire très attention. Donc voilà, je les change assez souvent, plusieurs fois par montre d'ailleurs, hein. Dès que je dois faire autre chose, une pause, ou quand quelqu'un m'appelle sur mon téléphone, bah hop, on change les doigtiers. Ouais, donc là, il y a un petit trou qui m'intrigue au niveau du balancier. Je crois que c'était un rubis, mais je suis plus sûr. Oui, ce renvoi là qui a une drôle de tête. Donc ça, c'est vraiment des pièces que voilà, on voit nulle part ailleurs. Et voilà, donc là on démonte la minuterie, la dernière étape. Dernière étape avant le nettoyage, le grand nettoyage qu'elle attend depuis des années. Depuis les années 80 en fait, hein.
Ça coûte 40 ans, cette montre. Née en 1940. Dans les années 80, paf, elle s'arrête. Et 40 ans plus tard, elle se fait réparer. Donc là, elle est repartie après pour 40 ans. Non, une montre comme ça, c'est tous les 7 ans environ une révision. C'est ce que je préconise. Mais ils vont dire un peu avant les vintage, oui, un peu les vintage, il faut que ce soit entretenu plus souvent. Bon, après, ça a un coût quand même, hein. Moi, je me mets aussi à la place du consommateur, j'allais dire, non, mais, enfin, donc des clients. Et enfin, on peut pas se permettre aussi, des fois, si on a une collection, de faire réviser ses montres tous les 3 ans. Surtout des montres comme ça, des chronos, des choses comme ça, sinon, bah, on s'en sort plus après aussi. Donc si on la porte assez régulièrement, etc., une montre comme ça, si elle a bien été révisée, je pense tous les 7 ans, c'est raisonnable. Au-delà, ça commence à devenir un peu risqué. Il peut y avoir de la casse à cause des huiles, à cause. Tout dépend aussi comment on l'utilise, mais en fait, plus on attend une révision, plus ça met en danger la montre. Et au lieu de payer une révision 400 euros pour un classique, on se met finalement, on change des pièces, etc. Et on a pour le double facilement. Parce que ça va vite en horlogerie, il faut savoir. Je vous dirai le prix à la fin de cette révision. Et donc voilà, donc c'est un peu qui tout double. Il y a des montres qui ont pas été révisées depuis moult et moult années qui sont nickel. Et d'autres, voilà, on attend juste un petit peu. Et paf. C'est pas forcément de la qualité de la montre, hein, ça dépend aussi comment elle est construite. Là par exemple, avec sa non-étanchéité, ben voilà, on voit que ça a pris de la rouille, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des doutes sur. Généralement, dès qu'elle prend un peu de retard, la montre, c'est que il est temps de faire un entretien. Après, des fois, ça m'arrive aussi que certains clients viennent à la boutique, me disent voilà, j'ai fait une révision il y a 2 ans, mais la montre elle prend du retard. Là, je vois l'amplitude, tout ça, tout est ok. Juste, c'est vrai qu'elle a du retard, donc c'est une palette qui. Enfin, ça a juste été déréglé. Une palette, moi, enfin la raquette, je veux dire. Et qui s'est déréglé, donc je fais juste un petit réglage au chronocomparateur et ça repart parce que la montre est bien, quoi. Donc là, voilà, on s'attaque au ressort. Le ressort moteur qui, qui a donné assez. Il est temps de partir en retraite. Voilà. Hein, il a été 40 ans de bon et loyaux service. Je compte même pas les années où la montre était cassée. Ouais, pas évident à filmer le ressort parce que ça va un peu dans tous les sens. Ouais, c'est comme ça qu'on fait pour enlever un ressort. Un coup à droite, un coup à gauche. Et surtout bien maintenir parce que sinon le barillet s'envole, fait la toupie et peut casser. Voilà, ça peut casser des dents. Combien de fois en cours, il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des barillet plantés dans le plafond ou dans le sol. Ça arrive, hein. J'ai même un collègue une fois, sa roue d'échappement a sauté et il l'a retrouvé planté dans le plafond. Mais je déconne pas, hein. Vraiment, il a cherché partout dans toute la pièce. Et il a levé les yeux, il a vu un truc qui brille, c'est sa roue d'échappement dans le plafond. Donc quand on enregistre, des fois on peut vite se faire surprendre. Si vous avez remarqué aussi, je parle beaucoup des cours parce que ça fait pas longtemps que j'en sors. Donc ça m'a toujours marqué.
Donc là, je teste le jeu dans le barillet. Voilà, faut qu'il y ait du jeu, mais pas visible, en fait. Faut qu'on le sente, mais pas qu'on le voit. C'est assez précis à faire. Donc là, voilà. Faut toujours régler le jeu par le couvercle et non par le tambour. Parce que le tambour, ça ne bouge pas, il faut pas le toucher. Voilà, tout simplement. C'est que avec le couvercle. Ensuite, on le renferme. Il faut faire ça sans huile ni ressort, hein, évidemment. Pour bien sentir le jeu. Que ce soit axial ou radial. Donc là, il n'y a pas assez de jeu. Hop, on pousse sur l'arbre. Et ça donne du jeu. Et une fois que le jeu est bon, nous pouvons rehuiler. Donc là, pas besoin d'en mettre sur les côtés de l'huile, hein, parce que ce n'est pas un automatique, qu'un mécanique, un remontage manuel. Donc il ne glisse pas, il n'y a pas de bride glissante, parce que c'est deux ressorts différents, deux familles de ressorts différents, les automatiques et les mécaniques simples. On ne peut pas interchanger ces deux types de ressorts. Il en existe d'autres, hein, des types de ressorts avec par exemple des attaches en T. Où ça c'est vraiment énervant par contre les attaches en T. Mais c'est encore les modèles un peu plus vieux. Encore il me semble. Je sais pas si ça s'est fait après. En tout cas ça se fait plus du tout, hein, ce genre de truc. À l'occasion je pourrais vous montrer ça. Ensuite, on huile bien l'intérieur. Voilà. Et on prend un ressort tout neuf. Donc ça, je préconise tout le temps de changer le ressort, chaque révision. Sauf si vraiment, voilà, la montre est nickel, il y a eu une révision pas longtemps, c'est juste qu'il y a une casse, etc. Là, oui, des fois, je dis, bon, non, c'est pas la peine. Et on va dire, dans 90% des cas, je préconise de changer le ressort, parce que comme ça, la révision est beaucoup plus fiable, beaucoup dans le temps, le réglage est meilleur, et vous serez beaucoup plus satisfait que sans changer le ressort. D'ailleurs, en manufacture, il le change systématiquement, vous le payez à chaque fois. Et il change même pas juste le ressort, il change tout le barillet maintenant. Si ce n'est pas tout le mouvement. Mais tout dépend de la manufacture. Parce que oui, j'ai aussi travaillé en manufacture. Chez Cartier notamment. Et dans le groupe Richemont plus généralement. J'ai un peu tout testé en fait. Parce que je voulais pas sortir des études avant d'avoir tout testé en horlogerie, que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de facettes différentes dans ce métier. Il y a voilà, l'horloger tout venant, il y a l'horloger. Il y a le pendulier aussi, certains qui sont dans les pendules. Il y a après ceux qui sont par exemple, dans les magasins Rolex, voilà. Mais il y a beaucoup de facettes et je voulais vraiment tout tester avant d'être sûr de me lancer dans quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai fait de la manufacture, j'ai fait beaucoup d'horlogers classiques, hein, voilà, évidemment. Mais c'est compliqué d'aller en stage, d'aller découvrir ou quoi dès que c'est pas que c'est avec des marques, etc. Il faut avoir pas mal de contacts quand même en horlogerie. Hein. C'est un milieu où il a quand même pas mal de pistons, notamment en Suisse. Je vais pas vous le cacher. Où pour entrer et avoir un bon job
Je parle pas de job à la chaîne, hein, taf à la chaîne, voilà. Pour rentrer, c'est compliqué. Enfin bref, ce sera peut-être un sujet sur une vidéo si vous voulez savoir un peu comment ça se passe dans le milieu horloger. Pourquoi pas parler de parcours professionnel, etc. Ça pourrait être intéressant aussi parce que c'est vrai que quand on se lance, bah c'est un peu à l'aveugle. Et c'est sympa, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, donc voici le fixo drop. Donc il y a pas mal de pièces à fixo dropper. Non, à épilamer, on appelle ça. Mais voilà. Le fixo drop, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça sent vraiment comme chez mamie. C'est assez intriguant comme odeur. Je sais pas du tout les composants qu'ils mettent dedans, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait le placard à balai de mamie. Et par contre, ça part à une vitesse folle parce que ça s'évapore mais super rapidement. Donc voilà, moi je suis directement dans le pot. Après, il faut s'assurer que les pièces sont bien propres parce que sinon ça vient polluer tout votre fixo drop, ce qui est un peu bête. Et voilà, puis on vient ressortir toutes les pièces du puzzle. Donc le fixo drop, c'est vraiment pratique. Et on voit une différence énorme avec les pièces qui ont été traitées et les pièces non traitées. Voilà, donc là c'est pour l'encre. Voilà, parce que l'encre, faut pas tout tremper. Faut juste seulement les palettes en fait. Seulement les palettes parce que l'encre ne fait pas de rotation totale. Donc apparemment ça joue et ça fait après de la pâte bizarre. Voilà, alors pourquoi ça fait pas de pâte quand c'est à rotation totale? Ça j'avoue je ne sais pas. Je suis les recommandations des marques. Mais je suis pas expert en fixo drop non plus. Je sais juste comment vérifier que fixo drop a bien fonctionné avec une goutte d'huile qu'on étale et qui doit bien s'étaler. Mais après, sinon, c'est la science. Et ce n'est pas mon domaine. Donc on peut voir vraiment les pièces, vraiment les formes des pièces. Comme par exemple donc ce renvoi est magnifique, vraiment. Enfin, on n'en voit plus des renvois comme ça. Ouais. En tout cas dans les montres de base, par exemple, je parle d'un état par exemple. Il n'y a pas ça. Donc là, on vient déposer de l'huile. Même de la graisse ici. C'est de la graisse, pas de l'huile. De l'huile, c'est de la graisse. Voilà la minuterie. La tirette qui est bien revenue d'ailleurs. Hein. Elle qui était toute rouillée. La tirette qui est vraiment bien revenue. Parce que donc je l'ai passé en machine RM90 pour les plus curieux d'entre vous. Donc machine automatique parce que vraiment une machine à laver qui n'est pas automatique, je ne vois pas l'utilité. En fait, je suis un peu condescendant sur ce point, mais une machine à laver les montres, pour moi, ça doit être automatique. Sinon, autant les laver à la main, en fait. Mais je passe aussi les pièces rouillées à la main avec un pinceau gras de brosse, de l'essence
Voilà, pour bien prélaver les pièces, enlever la rouille, etc. La RM90 qui n'a pas de système ultrason, par contre, mais qui lave très bien et qui est automatique, évidemment. Maintenant ils ont inventé des systèmes de fous furieux. C'est le liquide, enfin le produit qui vient dans, dans le bac de nettoyage, puis après il est re-aspiré. Enfin, c'est un délire. Moi, chez Richemont, il y avait des machines là. Pouf. C'est un autre niveau, ça. Mais je suis très bien avec ma RIM 90. Je vais pas à me plaindre. Et dedans, je mets du WF d'ailleurs. Je sais pas, faudrait que je filme un peu la machine. C'est vrai que j'ai pas filmé. Du WF avec et puis de l'essence. Essence C, évidemment. Pour pas laisser de gras dessus. Parce que par exemple, l'essence F laisse du gras, une couche de gras. Alors c'est très bien si vous voulez pas que vos pièces rouillent, mais en horlogerie, non, il faut pas de gras sur les pièces. Donc voilà, donc là on remet la partie cliquer, etc., etc. Avec de l'huile évidemment. Peut-être que je mette en description les huiles que j'utilise. Et les outils aussi. Peut-être que je fasse ça. Parce que j'ai pas mal de... Enfin, pas mal. Non, on m'a demandé quelques fois quand même, mais après, il n'y avait pas tout le monde qui m'a demandé, mais... Surtout les huiles, oui, mais... Mais ouais, peut-être mes outils et tout. Peut-être. Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être un room tour de l'atelier. Ça peut être sympa. Je suis pas équipé comme un fou non plus, hein. Je suis pas l'horloger le mieux équipé du monde. Par exemple, j'ai rien pour faire de l'usinage. L'usinage, j'ai pas grand-chose. Parce que ouais, moi, je me suis concentré sur le SAV pur et dur. Mais c'est vrai que petit à petit, je pense un tour, etc. C'est toujours utile. Mais ouais, pourquoi pas faire un. Je vais fait un room tour de l'atelier de Jonathan Urvois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que c'est vraiment un horloger incroyable, une personne incroyable même, qui a un parcours tout aussi incroyable. Non, vraiment, c'était très sympa. Merci à lui d'ailleurs de, de m'avoir accueilli dans son atelier. Et donc je vous conseille vivement d'aller voir cette interview que j'ai faite sur Jonathan. Donc horloger prototypiste, encore une facette du métier différente, une approche différente du métier. Où là, c'est d'autres contraintes, d'autres problématiques, etc. Donc voilà, le rouage est mis. Il ne reste plus qu'à mettre le pont. Ah non, j'avais oublié. J'avais oublié une pièce. Pièce donc. La pièce en plus, qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on la zappe. Espèce de pignon de remontoir réglant de cette petite complication. Et là, on est bon. Voilà, pour remettre le pont.
Parfait. Donc on vérifie que tout est à sa place. Et c'est nickel. On peut remettre les vis. Ah oui, j'ai eu des questions aussi sur comment est-ce que je sais reconnaître les vis où elles vont. C'est vrai que si je trouve cette question d'abord étrange, c'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, non, c'est vrai, c'est. Comment ça se fait que je sais mettre les vis? Alors, en fait, je trie les vis. Par exemple, il y a une case où je vais mettre le pont. Parce que c'est une boîte à cases. Une case où je vais mettre le pont. Et avec le pont, bah, je vais mettre les vis de pont, tout simplement. Et souvent après, au moment du nettoyage, je prends en photo ma boîte à cases pour savoir où chaque pièce va, pour pas ensuite m'en mêler. Et après, quand il y a plusieurs sortes de vis, en fait, on peut se repérer grâce aux formes de la tête de vis. Aux formes de la tête de vis, parce que par exemple, il y a ici une vis avec une tête fraisée, on sait qu'elle va aller dans un trou fraisé aussi. S'il y a une vis avec un plat, la tête plate, ben on sait qu'il va avoir un aplat. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, on sait reconnaître les vis. Ou là, certains calibres où je connais par cœur, par exemple le 28-24, c'est un classique. Je l'ai mangé, remangé, etc. Donc je sais remettre les vis. Là, on peut me mettre le mouvement en 1000 morceaux dans une boîte. Je sais le remettre. Mais sinon, voilà, c'est parce que je trie les vis en même temps que je démonte les pièces. On se retrouve donc pour le huilage du fameux contre-pivot sans bloc amortisseur. Voilà, donc c'est un sandwich en fait. C'est un sandwich assez simple une fois qu'on a le truc, mais voilà, c'est vrai que ça fait assez peur quand on ne connaît pas. De dévisser par en dessous, de devoir enlever le balancier spirale qui plus est. Ça peut faire peur. En tout cas, donc là, il suffit donc de trouver les trous, de bien centrer. Voilà. Et ensuite, donc moi j'y vais au picule automatique. Pour ça, parce qu'en plus bah, on bouge pour remettre bien. Voilà, comme vous avez vu, ça bouge, c'est pas. Et donc là, s'il y avait une goutte d'huile en dessous, la goutte d'huile, voilà quoi, au revoir. Hein. Donc j'y vais au picule automatique. On voit pas parce que c'est compliqué à filmer. Faudrait que je trouve une technique pour filmer ça. Parce qu'on voit juste mes cheveux en fait. Parce que je dois être très très proche du contre-pivot. Et ça fait qu'on voit pas. Mais promis, je trouverai une technique pour vous montrer le village du contre-pivot. Parce qu'en vrai, cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai filmée quand même. Il y a eu pas mal d'améliorations depuis. Parce que j'en ai filmé d'autres pour des clients, etc. depuis. Et ça a un peu changé. J'ai trouvé d'autres positions et c'est vrai que c'est un peu mieux. Donc vous verrez petit à petit. Parce que je savais pas longtemps quand même que je fais des vidéos. En vrai, j'aime bien. En même temps, ça me prend quand même pas mal de temps. Pas mal de temps sur une révision classique. Ça me rajoute quand même pas mal d'heures, j'ai envie de dire. Ou même là, c'est une révision assez conséquente. En plus, la filmer, c'est pas si évident que ça. Tout le temps regarder l'objectif, s'il a montré dedans, etc., etc.
C'est un réflexe à prendre. Les outils aussi, placer les outils, c'est pas évident. Parce que voilà, la main qui passe devant l'objectif à chaque fois, c'est. Voilà. Donc je suis désolé pour ces petits défauts. Petit à petit, ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé le bon arrangement. Mais, euh, mais c'est pas facile. C'est un coup à prendre. Ouais, donc la roue à colonne, faut huiler toutes les phases des colonnes. Et ce petit renvoi aussi, faut pas oublier qu'il a huilé. Petit renvoi intermédiaire là. Ouais, donc c'est le doigt qui est sous la roue de chrono qui vient ensuite pousser une dent par dent, qui va ensuite déplacer la roue de minuterie, de chrono. Chaque fois après le nom des pièces, c'est tellement à rallonge. Comme, comme les ressorts de renvoi de minuterie du chrono. Enfin, quand il fallait faire comment ça s'appelle, en cours, il fallait faire des schémas avec les pièces, le nom des pièces et tout. Il y avait des petits carrés, ça rentrait jamais dedans. On utilisait des abréviations, sauf qu'après on comprenait plus rien. C'était ouais quoi. Oh l'horlogerie quoi, basique. Ah, ou surtout ne pas oublier de graisser les ressorts là où ça touche. Voilà pour la friction. Sinon ça peut même pas fonctionner tellement que ça frictionne beaucoup. Si le ressort est vachement en appui, il bouge pas, hein. Faut l'aider avec de la graisse. Ou alors ça use la pièce comme pas possible. Et en l'espace de 3 mouvements, hop, il n'y a plus de pièce. Totalement limé. Bon, j'abuse, hein, mais vous avez compris quoi. Donc voilà, donc la partie chrono, c'est surtout ça, surtout de la graisse. Il faut pas oublier en fait chaque point. Dès qu'on met une pièce, hop, on sort le pic-huile, on dégaine le pic-huile et, et on asperge de graisse tout. Alors non, par parcimonie évidemment, faut pas faire ça comme un sagouin, mais ouais, sur certaines pièces, faut pas hésiter. À la roue à colonne, voilà, vraiment faut qu'elle soit enduite chaque fois qu'une pièce la touche, faut qu'il y ait de la graisse en fait. Sans déborder, pour pas que ça fasse dégueulasse. Parce que des fois, j'ouvre des montres, il y a de la graisse qui dégouline de partout. Et ouah. Je sais même pas comment c'est possible de mettre autant de graisse. Surtout sur les barillet. Ça arrive souvent sur les barillet. Genre, on met beaucoup de graisse dans le barillet. Et à force, ben, en fait, la graisse, elle part. Et du coup, elle s'en va hors du barillet. Et ça coule, et c'est pas bon, et voilà. Et après, ça fait des problèmes. Donc, faut en mettre dans le barillet, mais pas trop. Moi, je mets voilà, 4 gouttes à chaque fois, ça suffit amplement. Là, je teste un peu les fonctions. Voilà, je graisse où il y a des frottements. En fait, en horloger, c'est simple, hein. Frottement égale graisse, hein. C'est tout, faut pas chercher à comprendre. Même j'ai pas mal de stagiaires, parce que ouais, je prends des stagiaires, il faut, qui me disent ouais, il me faut ma doc technique pour savoir où est-ce que je graisse. Je dis, alors, doc technique, c'est bien sympa sur les mouvements communs, sauf que là, ben, va trouver une doc technique sur
ce 283 Universal Genève. Il n'y a pas. Bon courage. Donc il faut savoir, par soi-même dire ah oui, là il y a besoin de graisse, là il y a besoin d'huile, etc. Et donc je leur apprends aussi à savoir repérer ces points-là. Parce qu'on ne peut pas tout le temps avoir la doc technique à côté de nous. En tout cas en horloger. Parce qu'en manufacture, oui, là c'est sûr, il y a la doc technique avec plein de choses. Même quand on est agréé aussi, on a accès aux doc techniques, par exemple Omega, etc. Après Omega c'est spécial avec le coaxial et tout, donc c'est parce qu'il y a vraiment des réglages très particuliers. Donc là ils ont fait doc technique. Mais sur les vintage, il n'y a pas ça. Donc c'est à l'horloger de savoir. C'est ça qui va distinguer aussi l'horloger de la personne amatrice qui tu vois, qui sait démonter une montre, la remonter, mais l'horloger, en fait, il va savoir le pourquoi du comment, il va savoir pourquoi cette pièce est comme ça, pourquoi il faut huiler là, voilà. C'est ça qui nous distingue aussi. Parce qu'en soi, démonter une montre, la plupart des personnes minutieuses peuvent le faire. Mais la remonter en sachant le pourquoi du comment c'est cassé, le pourquoi il faut graisser ça, etc. Là, il faut faire des études, il faut se renseigner. Voilà. C'est un métier. Là, je ne crois pas que je vous ai montré la partie équilibrage de balancier. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et vu que la révision est quand même assez conséquente, il me semble que je me suis dit, ce sera pour une autre fois, ou pour une révision plus classique, mais avec ce petit équilibrage, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Parce que sinon, la vidéo après, je voulais pas faire une vidéo trop longue, parce que c'est ça que j'avais fait aussi sur Insta. J'avais demandé, est-ce que vous voulez une vidéo avec toute la révision? Et toute la révision, ça a duré, je crois, 6 heures de vidéo. J'ai dit, mais non, mais enfin, qui va regarder 6 heures de révision? Ça fait quand même beaucoup. Puis même moi, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il y a des moments où juste je passe un temps fou à régler des trucs. Parce que là, voilà, on voit pas forcément le temps que je passe, le vrai temps que je passe dessus, parce que je mets pas 2 heures à faire la révision, hein, évidemment. Ça m'a nécessité plusieurs jours même. Parce que voilà, il y a eu des réglages d'équilibrage, etc. Et voilà, la vidéo durait 6 heures. Et j'ai fait un sondage. J'ai dit, est-ce que ça vous intéresse les 6 heures ou pas? Et la plupart m'ont dit oui, mais j'ai dit, bon, ouais, ils disent ça, mais ouais, je vous écoute pas, je suis un homme politique. Tout pareil. Après, peut-être que si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je mettrai peut-être la vidéo complète sur YouTube. Mais vraiment, c'est pas dit parce que même moi, je trouve pas ça forcément plus intéressant. Parce que c'est surtout moi qui fait des réglages qu'on pourra voir sur une autre montre plus simple, quoi. J'ai pas envie de tout mettre en fait sur la même vidéo. Sinon après, il y a plus trop d'intérêt pour les autres. J'aime bien avoir... voilà, bah, aujourd'hui, on a vu un changement d'axe hein, qui est un peu différent de d'habitude. La prochaine fois, on verra l'équilibrage. J'en garde un peu pour plus tard. Je dévoile pas mes cartes tout de suite, on va dire. Donc là, voilà, je teste les fonctions. Le chronographe est en route. Donc là, il y a la cam avec le bec de cam qui vient tirer sur la roue à colonne et qui vient changer les positions avec des pleins et des creux. Principe de roue à colonne. Ou alors le second mécanisme, grand mécanisme de chronographe avec
des cames empilées en fait. Voilà. Mais c'est plus qualitatif au roi colonne, évidemment. Donc les marteaux, bien lubrifiés là où ça tape, les cœurs. Donc les marteaux tapent les cœurs pour remettre à zéro. On vient bien lubrifier aussi l'axe. Voilà, donc ça c'est un peu complexe à mettre aussi parce qu'il faut vraiment tirer le ressort à fond pour pouvoir caler la vis du marteau. C'est pas évident. Il faut pas avoir peur de tirer aussi, mais pas tirer trop fort parce que sinon ça casse le ressort. Et les ressorts cassés, surtout sur ce modèle. Bah après on peut pleurer, hein, c'est tout. Voilà, on teste. Donc là on peut voir en fait si les pièces, enfin le marteau tape bien sur le cœur, s'il y a pas de, s'il faut pas retordre, parce que des fois le marteau faut retordre les bras en fait, parce que il fait pas bien la remise à zéro. Parce que ça s'est altéré avec le temps, ça plein plein de problèmes toujours. Sur une montre mécanique comme ça, il peut en avoir des tas en fait, ça peut venir de partout. Sur une montre quartz, le problème il y en a 5. 5 pannes, tout cassé. Sur une montre mécanique, il peut en avoir des tas et des tas. Donc de retour côté cadran. Pareil, faire attention à bien huiler. La chaussée. Voilà, je teste les fonctions aussi. La chaussée, il faut toujours vérifier si elle est bien lanternée. Lanternée, c'est la friction en fait. Et ça il y a différentes techniques pour voir si la friction est bien. Donc là, ça me paraît correct. Donc on passe à la petite complication. Très sympathique. J'avoue que c'est pas une grande sonnerie la complication, hein. C'est c'est vraiment assez simple, mais efficace. Voilà. Il y a aussi des aérocompacts, j'ai vu, avec des phases de lune et tout. Il y a plusieurs, comme je dis, ouais, voilà, il y a plusieurs modèles. Donc il va pas avoir le compteur additionnel, mais des phases de lune. Ça va être la Tricompax, il me semble. C'est pas l'aéro. Je crois que c'est la Tricompax. Vraiment, Universal à Genève, c'est des très très belles montres. Surtout quand on rentre dans ces petites complications-là et tout. C'est vraiment les montres de luxe de l'époque, en fait. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire, Breitling, avec Universal à Genève. Vraiment, ça m'intrigue. Est-ce qu'ils vont rester sur cette vibe un peu vintage, un peu luxe, etc.
Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez des attentes un peu, si vous avez vous-même des Universal Genève, que vous aimeriez bien voir des rééditions, je sais pas. Par exemple, une réédition de la Aero Compax, ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa s'ils font ça bien. Moi, ça me dérangerait pas. Après, il faut que ce soit qualitatif. Par exemple, il y a Leap, ils font des trucs sympas, mais c'est pas non plus les Leap de l'époque, quoi. Après, ouais, ils ont fait un mouvement manufacturé, le T18, ils ont ressorti. Oh, les T18, par contre, les vintage, comment c'est une horreur. J'en ai plusieurs à l'atelier, et ils sont toutes, mais des galères à régler, c'est horrible. En tout cas, là, on est sur Universal Genève. Avec cette petite sorte de paillon. Il faut bien lubrifier aussi, sinon ça va ronger la roue. Voilà. Ça tourne correctement. On est content. On va pouvoir avancer. Donc là, c'est les dernières pièces du chronographe. Donc chronographe des heures. Qui lui est côté cadran donc. Ça commence à faire du petit monde hein, quand même hein, de ce côté. Là, au début, il y a la minuterie et on n'en parle plus. Là, ça commence à être joyeux. C'est pour ça que ça m'a plu aussi. C'est parce que vraiment, côté cadran, ça change. C'est vraiment beau, quoi. J'aurais peut-être mis aussi une phase de lune, ça aurait été sympa. Et bon, si jamais vous avez une Tricompax avec phase de lune, n'hésitez pas à me l'envoyer. Moi, je serais ravi de l'entretenir. Voilà. En parlant de phase de lune, il y en a une très très sympa à l'atelier du calibre en ce moment. Qu'on a rentré, c'est une Evilar. Un style particulier, mais vraiment, vraiment cool. Que même dans la boutique, il y a pas mal de personnes qui. Enfin, ça tape dans l'œil de pas mal de personnes. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la boutique, en ligne ou sur place de l'atelier du calibre. Si j'ai pas mal de clients qui me demandent des modèles particuliers avec des références particulières. Par exemple, là, j'ai un client qui m'avait demandé euh, une certaine Seiko qui avait été, qui est sortie d'usine en février d'une certaine année. Et vraiment pile poil, et il fallait que je retrouve du coup février, la montre qui est sortie février d'une certaine année. Et, et c'est un exercice assez,
assez cool en vrai, à regarder des numéros de série, à se renseigner sur les montres, etc. C'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas si vous avez... parce qu'on on a quand même pas mal de contacts dans le milieu, donc si vous êtes à la recherche de la perle rare, vous pouvez nous appeler. Et voilà, enfin fonctionnel, avec ce ressort là qui traverse toute la minuterie. Donc là, on dérègle et on voit si ça fonctionne. Et si ça bouge pas tout à chaque fois dans une position différente quand on enclenche le marteau, c'est que c'est bon. Ensuite, on met le petit pont pour maintenir le tout. Et voilà, donc la montre est presque terminée. Quelques gouttes d'huile. Ne pas oublier, c'est important. Je pensais qu'on pouvait huiler après, mais non. Donc on remet le petit pont. Donc ouais, ça c'est une première, hein, ce mécanisme. J'en ai jamais fait avant des Aerocompax. Mais ça va. En vrai surtout les problèmes liés voilà, à la vétusté du calibre qui était plus complexe. Sinon, le calibre en lui-même, c'est c'est tranquille. Il n'y a pas de grandes difficultés. J'ai vu bien, bien, bien pire. Donc, les dernières pièces, roue des heures. Donc, évidemment, la difficulté, c'est de ne pas se tromper de roue des heures. Voilà. Bon, c'est pas trop complexe parce que roue des heures classique a un plus gros canon que celle de la petite complication. Mais voilà, c'est quand même. Ouais, c'est marrant de se dire, ouais, il y a 2 roues des heures, 2 roues de minuterie. Bon, c'est pas la seule montre à avoir, ça c'est sûr, mais voilà, c'est quand même un petit fun fact, je trouve. Pas oublier les paillons, du coup, donc, parce qu'il y en a plusieurs, paillons ou clinquants, comme on veut. Ouais, on dirait même presque en fait le reverse du chrono avec ces 3 roues là. On dirait vraiment, ouais, c'est sympa. Donc la lampe qui sert à maintenir la roue des heures plaquée avec le cadran. Voilà, enfin, ça plaque la roue des heures au mouvement grâce au cadran. Voilà. Et ça évite la friction en plus de la roue des heures avec le cadran. Voilà, donc 2 en 1. On remet pour tester la seconde tige à 9 heures. Voilà, un peu spécial cette tige, hein. C'est pas une tige classique. Parce qu'il n'y a pas toutes les fonctions, parce qu'il n'y a pas de remontage, hein. Voilà, c'est pas une tige. Là, c'est pas une tige de remontoir en soi, c'est une tige de mise à l'heure seulement. Avec la petite vis.
Alors, c'est pas une vis, c'est juste un petite pièce qui vient s'appuyer en fait contre et maintenir. Voilà. Non, c'est vachement bien pensé, hein. Vachement bien pensé. N'empêche, vu comme ça, c'est beau, hein. Je sais pas si vous aussi vous arrivez à apprécier ce mécanisme juste avec la vidéo, mais quand on est dessus, c'est encore autre chose. Et c'est très très plaisant. Ah, donc retour sur le cadran, où je vais essayer d'enlever les petites traces qu'on n'aime pas trop, voilà, au maximum. Ça fait pas partie d'une patine ou quoi que ce soit, c'est juste petits accros comme ça. Le cadran, c'est compliqué, hein. Faut pas trop toucher. Surtout les cadrans Rolex. Les cadrans Rolex, c'est une horreur. Dès qu'on touche, ils fondent. Donc, faut faire attention. Faut y aller délicatement. Pour enlever quelques traces. Essayer d'enlever quelques traces, en fait. Sans pour autant enlever cette patine particulière, très sympathique. Et voilà, il y a quelques petites traces qui cachent le truc, quoi. C'est pas sur tous les cadrans que j'accepte une restauration. Il y a des clients, des fois ils me disent oui, voilà, je souhaite une restauration de cadran, un nettoyage, etc. Mais tout dépend en fait le type de cadran. Cadran où je refuse catégoriquement de, de toucher. Ça m'est déjà arrivé de prévenir un client, de dire voilà, le cadran là, c'est. Il y a des gros risques. Et il m'a dit quand même, ah, allez-y, allez-y. Et finalement, ça s'est pas très bien passé, donc je ne touche plus. Également, les aiguilles, faut qu'on s'en occupe de ces aiguilles, parce que là, on peut pas on peut pas les laisser comme ça. Donc, on va les relumer. Et pour les relumer, on va pas mettre de la lume classique super luminescente parce que ça va pas du tout à la montre. Donc j'ai ma petite technique de recette maison. Pour ça, vous allez voir, le rendu, sans me vanter, il est quand même sympa. Mais avant d'avoir un rendu, il faut préparer l'aiguille. Donc cela implique de la nettoyer, enlever tout le reste de lume. Parce que vraiment, on ne peut pas laisser les aiguilles d'une aérocompact sans lume. C'est pas possible. Ouais, c'est pas évident hein, de bloquer les aiguilles. D'habitude, j'y vais avec ma cheville plastique aussi et cheville plastique et après je frotte. Là, je sais pas pourquoi j'ai voulu la coincer dans un trou. Donc ensuite, hop là, on la passe en entière dans l'essence. Oui, ceci est un benzinier d'essence. Alors, ça s'appelle un benzinier parce que à l'époque, on mettait de la benzine. Mais maintenant, c'est interdit.
Donc dans le benzinier, on met de l'essence. Et on vient frotter son aiguille avec un petit pinceau brosse à poil court pour bien prendre les aspérités en fait. Et enlever tous les restes de lume, de poussière, etc. Faut donc bien frotter. C'est important. Une fois qu'on a fait ça avec donc toutes les aiguilles, eh bien, on va venir appliquer les mixtures spéciales. Alors c'est une technique un peu particulière que j'ai. Je mélange du Luminova. Je mélange du Luminova avec une peinture un peu spéciale. Exprès pour tout ce qui est miniature, tout ça. Et ça donne un rendu, mais vraiment cool en fait, parce qu'il y a cet aspect de Luminova vieilli, rugueux. C'est pas un truc lisse, ça fait vraiment un truc. Vous allez voir, normalement je vais filmer un peu plus près. Et ça rend plutôt bien. Je suis assez satisfait du rendu. Et donc il y a zéro. Comment ça s'appelle? Ça ne s'éclaire pas. Voilà. On peut la mettre sous UV, je sais pas combien de temps. Elle ne s'éclairera pas parce qu'il y a cette peinture du coup qui vient recouvrir le Luminova. Vous pouvez voir sur les deux aiguilles cette aspérité vraiment, vraiment comme du vintage quoi. Voilà, et ça va, vous allez voir sur la montre, ça va être superbe. Avec ces aiguilles bleuies là aussi, elles sont très belles ces aiguilles. Très belles. De retour sur le mouvement, on va desserrer les vis de pied de cadran. Parce que je rappelle qu'à chaque fois, il faut resserrer les vis de pied de cadran quand on nettoie le mouvement, tout ça, parce que pour pas les perdre, tout simplement. Et voilà, et on vient refixer ce magnifique cadran. Resserrer les vis de pied de cadran. Là aussi, il y a plusieurs. Ça change. Bon, les anciennes, c'est surtout des vis. Maintenant, c'est souvent des espèces de cliquets. Je préfère les vis, hein, c'est mieux. Cliquer, ça s'enlève et tout, c'est énervant. Ensuite, on met donc les aiguilles en place, en commençant par les petites. Là, j'y ai pas pensé, c'est vrai, mais après coup, je me dis que on peut remettre les aiguilles quand le mouvement est emboîté. Quand la montre est emboîtée, parce que ce sera plus simple pour appuyer sur les poussoirs. Et en plus, on a parce qu'il y a une lunette aussi. Et quand la montre est dans dans sa boîte et qu'on peut accéder en enlevant la lunette, c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que là, j'y ai pas forcément pensé, parce que je suis dans le feu de l'action. Mais c'est un réflexe à prendre, à savoir. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on peut moins manipuler sur les côtés, etc. Mais en plus, là, la lunette est pas. Enfin, la carrure n'est pas épaisse. Donc c'est possible de faire ça aussi. Donc là, je teste si la remise à 0 se fait correctement, toujours au même endroit. Ce qui a l'air d'être le cas.
C'est super. Chaque aiguille aussi a le droit à être nettoyée au cabron de peau pour enlever donc toutes les traces et faire un rendu uniforme. Surtout que c'est bleui, donc les traces, ça se voit. Voilà la seconde qui bat. Petit à petit, on arrive à la fin. Donc pareil, peau de chamois. Parce qu'en fait, un cabron de peau, c'est une peau de chamois sur un bâton, hein. Voilà. Il existe plusieurs tailles, c'est très pratique. Même pour nettoyer, pour nettoyer les aiguilles principalement, même pour nettoyer des fois des pièces, des choses comme ça, c'est très pratique. Un must à avoir dans sa collection. Chrono des heures. Donc là, on voit 1-1, c'est pas bon. Nous pouvons mettre la carrure. Les aiguilles bien repositionnées. Pour bien vérifier que tout est droit. Et là, on voit un problème. Donc, on règle l'aiguille du chrono. Mais avant ça, petite explication sur le chronographe. Voilà. Donc, nous allons voir en fait le petit doigt entraîneur du chrono, donc de la roue de seconde de chronographe, arriver, ah ça y est on le voit, arriver sur, hop là, à peine une dent, une seule dent, et ça fait tourner. Voilà, ça c'est ces petits plans sympas. Voilà, transition chrono. On a fini l'emboîtage. On va donc toujours mettre le numéro de série en bas. Hop là, clip. Et regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. C'est vraiment une des plus belles montres que j'ai eu à réviser avec ce chronographe là. Incroyable. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment. Dites-moi ce que vous pensez de la montre aussi. Encore plus évidemment. Le premier qui dit qu'il aime pas, je pense, je le désabonne de la chaîne YouTube. Non, mais en vrai, elle est pas incroyable celle-là.
Même son cadran argenté comme ça, incroyable. Le petit mémo d'heure à midi. Ah, puis avec ces aiguilles aussi, ces aiguilles refaites comme il faut. Ah, ça en jette, ça en jette. Vraiment, vraiment satisfait de cette réparation. Avec donc le verre qui a été changé. Il y a eu un petit polissage également. Ça fait tout, je suis content. Ça fait bien. Donc, comme promis, je vais vous parler du tarif de cette révision restauration même, parce qu'il y a eu quand même changement de ressort moteur, changement d'axe de balancier, équilibrage, polissage, changement de verre, etc., etc. Donc cette restauration a coûté dans les 1000 euros. 1000 euros TTC. Voilà, après quand on prend en compte voilà, l'histoire de la montre, sa valeur aussi, voilà, sentimentale et financière, évidemment. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant pour le travail qu'il y a eu. Je suis resté quand même plusieurs jours dessus, notamment avec cet équilibrage. J'ai pas retrouvé les... En tout cas, c'est une restauration qui m'a énormément apporté personnellement. J'espère que vous, ça vous a plu en vidéo. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour redonner vie à vos montres ou en trouver des nouvelles. Et on se dit à la prochaine sur une vidéo de l'atelier du calibre, mais plus rapidement. Voilà, promis. Allez, ciao ciao, je vous laisse sur ces belles images de cet Aero Compax.